Dans quelques secondes, nous serons en direct avec Robert Ménard, le maire de Béziers. Mais j'aimerais, Benjamin Duhamel, que vous nous racontiez pourquoi le maire de Béziers et Marine Le Pen étaient fâchés depuis plus d'un an et demi, au point, et je l'espère, Robert Ménard va nous le confirmer dans quelques instants, au point qu'une réconciliation a dû être organisée en ce début de semaine. Quel était le problème? Oui, ça va pas de soi parce que vous vous souvenez, Robert Ménard avait été élu maire de Béziers avec le soutien à l'époque de ce qu'on appelait encore le Front National. Il faut d'abord dire qu'il y a entre les deux personnalités un sujet pour le coup de caractère. On a d'un côté Robert Ménard qui certes s'est fait élire avec les voix d'une partie du Front National, mais qui est une sorte de franc-tireur qui en quelque sorte fait de la politique à la façon ni Dieu ni maître et qui n'a jamais vraiment accepté de considérer que Marine Le Pen était sa patronne, même s'il avait été élu en partie grâce à elle. Et puis on a d'un autre côté Marine Le Pen qui, elle, est à la tête d'un parti et qui défend le Rassemblement National, ex-Front National. Et puis surtout, entre les deux, on avait un sujet de ligne. Et c'est ça qui a vraiment opposé Robert Ménard avec Marine Le Pen. On a d'un côté Robert Ménard qui, lui, est un partisan de ce qu'on appelle l'union des droites et qui considère que Marine Le Pen ne peut pas gagner la présidentielle si elle n'a pas des alliés, notamment du côté d'une partie de la droite. Là où Marine Le Pen fait le constat inverse. Elle considère, elle, qu'il faut certes aspirer la droite, mais plus sur une sorte de ligne qui consiste à dire que le Rassemblement National n'est ni de droite ni de gauche, ce qui a abouti, pour répondre à votre question très précisément, à des mots extrêmement durs prononcés par Robert Ménard, qui avait par exemple dit, je crois que c'était chez Jean-Jacques Bourdin, que Marine Le Pen était, je cite, la meilleure assurance vie d'Emmanuel Macron, assurant que Marine Le Pen ne pourrait pas gagner en 2022. Entre-temps, Robert Ménard s'est sans doute rendu compte qu'il avait parlé un petit peu trop fort, un peu trop durement. Entre-temps, il y a aussi eu de meilleurs sondages pour Marine Le Pen, avec ce fameux 52-48 en faveur d'Emmanuel Macron, certes, mais avec un score assez élevé pour Marine Le Pen, ce qui a en quelque sorte sans doute montré à ces deux personnalités fortes qu'il fallait s'entendre. Il y a aussi des enjeux régionaux, mais sur le fond, il continue à y avoir des divergences importantes, même si, vous le disiez, la réconciliation est en marche. Bonjour Robert Ménard. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Êtes-vous réconcilié avec Marine Le Pen? Écoutez, on a passé une heure tranquillement, de façon plus paisible. Emmanuel, mon épouse qui est députée, était là. Elle s'était vue toutes les deux quelques semaines avant. Oui, écoutez, c'est une question de lucidité et d'urgence. On ne peut pas dire l'un et l'autre que la France est dans une situation qui met son avenir en jeu, où il y a des choix qui sont faits qui peuvent être des choix terribles pour notre pays, ou des non-choix qui sont faits, je parle en matière d'immigration par exemple, qui peuvent avoir des conséquences terribles, et continuer en gros à se faire la gueule et à se regarder en chien de faïence. Donc je crois l'urgence, la lucidité fait que on va trouver un moyen de travailler ensemble, pas pour le plaisir de travailler ensemble, je préfère toujours m'entendre avec les gens que me disputer avec eux, mais surtout pour la France. Le seul souci, c'est la France. On est à 15 mois d'une élection présidentielle et il faut trouver un moyen de gagner ces élections. Moi, je l'ai toujours dit, malgré mes désaccords avec Marine Le Pen, et vous les avez listés, le principal, c'est la France. Et la France, ça passe par un changement à la tête de l'État, évidemment. Qui a fait le premier pas? Mais écoutez, le premier pas qui a été fait, c'est quand elle a rencontré Emmanuel il y a quelques semaines. Et ensuite, on a discuté, moi j'ai discuté avec des cadres, comme on dit, des responsables du Rassemblement national, qui sont allés voir les uns et les autres pour que ça se fasse. Peu importe, moi vous savez, je sais pas une crise d'ego, je m'en contrefiche. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de l'avenir. Voir les désaccords, il y a des désaccords, vous l'avez dit, je suis infiniment plus libéral, le Rassemblement national est bien plus étatiste, je pense aujourd'hui que le Rassemblement national, et je continue à le penser, est dans l'incapacité de gagner tout seul. Il faut signer des accords, il faut avoir des alliances, et des alliances, ça veut dire le faire avec des gens qui pensent pas comme vous. Il faut pas espérer simplement gagner tel ou tel élément de la droite qui vous rejoignent, mais il faut accepter de travailler avec des gens qui, comme moi, ne vont pas rejoindre le Rassemblement national, mais sont prêts à travailler avec tous ceux à droite. Pas seulement le Rassemblement national, mais aussi les Républicains qui le veulent. Aujourd'hui, encore une fois, il y a une telle
urgence, une telle difficulté, de telles difficultés à l'avenir qu'il faut trouver des solutions. C'est pour ça qu'on s'est vu et c'est pour ça que ça s'est bien passé. Robert Ménard, Benjamin Duhamel pointait à l'instant que vous vous réconciliez au moment où Marine Le Pen est à 48% dans un sondage au second tour. C'est un hasard ? Ben écoutez, non, mais attendez, c'est pas le critère principal. Je vous rappelle, je l'ai dit chez certains de vos confrères ou même sur votre antenne. D'ailleurs, je l'ai déjà dit. J'ai en mémoire un sondage, c'était 15 mois avant les élections présidentielles de 2017, où Marine Le Pen était donnée au second tour devant François Hollande, puisqu'à cette époque-là, on parlait très peu. Pas assez sûrement, en tout cas on le voyait pas venir, de Monsieur Macron. Donc il s'agit pas de ça, il s'agit juste qu'aujourd'hui on essaie ensemble, l'un et l'autre, de moins parler de ce que l'un et l'autre a dit sur l'un et l'autre, parce que c'est dans les deux sens où les mots ont été sûrement un peu rudes, et de parler de politique. C'est-à-dire, oui, il y a des divergences, mais en même temps, on peut travailler ensemble malgré les divergences. Je le fais ici, dans cette ville, à longueur de temps. Alors justement, quelle pourrait être la stratégie de Marine Le Pen pour essayer de conquérir l'Élysée? J'imagine que vous avez parlé de cette campagne présidentielle qui va démarrer dans quelques mois maintenant. Est-ce que vous avez avancé des arguments? Est-ce qu'elle vous a écouté? Est-ce que vous-même, vous avez entendu certains de ces arguments? Écoutez, oui, quand Marine Le Pen me dit qu'elle devrait quitter la tête de son parti après son congrès qui aura lieu, je crois, cet été, il me semble, je dis peut-être des bêtises, il me semble, je suis sûr que c'est à Perpignan, elle a raison. Mais j'en avais parlé avant les élections de 2017 avec elle. Les Français n'élisent pas un chef de parti. Ils élisent une personnalité, ils choisissent une personnalité, quelqu'un en qui ils ont confiance. Et ils ont besoin de cette distance avec des choix partisans. Je trouve qu'elle a raison de le faire et j'applaudis. Ensuite, on a des divergences, encore une fois, sur le terrain économique. Je pense qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout. Si on doit retenir quelque chose de la crise qu'on vit, c'est évidemment une lutte contre une mondialisation qui se traduit par une l'absence d'un certain nombre d'industries sur notre territoire. En même temps, c'est pas l'État qui remplace l'initiative individuelle. La même chose sur le bilan de Monsieur Macron. Je suis de ceux qui disent, évidemment, je vous le dis tout de suite, demain j'aurai à choisir entre Monsieur Macron et Marine Le Pen. Je vous garantis que j'hésite pas un dixième, un millième de seconde pour voter pour Marine Le Pen. Mais en même temps, quand sur un certain nombre de dossiers, je pense par exemple à la SNCF, Monsieur Macron dit il faut avoir une vision plus libérale du chemin de fer, il a 1000 fois raison. Donc on a des sensibilités différentes, on a une perspective aussi politique différente. On peut pas gagner, Marine Le Pen ne peut pas gagner toute seule, je le lui ai dit, je le lui redis, mais je crois qu'elle en prend conscience. Je veux dire, elle peut pas gagner tout seul, c'est pas le Rassemblement national qui va lui tout seul réunir plus de 50% des Français, ce n'est pas vrai. Donc il faut tisser des passerelles avec un certain nombre d'élus des Républicains et pas seulement débaucher un certain nombre de gens, c'est pas la même chose. Et d'autre part, avec cette droite qui, à l'image de ce que je suis et ce que je fais dans ma ville, et se situe en gros entre le Rassemblement national et les Républicains. Là, il y a tout un tas de gens qui ont besoin d'être rassurés sur un certain nombre de questions, et il faut qu'elles s'y emploient. Mais je suis un peu perdu, Robert Ménard, parce que donc vous vous réconciliez avec Madame Le Pen, et puis je lis dans l'Express il y a quelques jours que vous mobilisez vos réseaux pour pousser la candidature d'Éric Zemmour. Bah, du coup, vous roulez pour qui? Mais attendez, c'est pas. D'abord, je roule pour personne. Pardon de vous le dire. Je suis, vous le disiez dans le petit chapeau d'introduction, trop indépendant, trop têtu, trop grande gueule, trop mauvais coucheur. Vous choisissez le mot simplement trop indépendant, oui, pour dépendre de qui que ce soit. J'ai de l'amitié pour Éric Zemmour. C'est pas pareil, j'ai d'autres rapports avec Éric. Éric, il est quoi? Il est le plus brillant des débatteurs à droite. Il est le plus percutant des polémistes. Il a une culture historique que peu d'entre nous, non, ou aucun d'entre nous n'a pour dire les choses. Il apporte à notre courant quelque chose d'indispensable. Son succès en termes de médias ou de ses livres témoigne de l'intérêt qu'il suscite en France et de la passion qu'il suscite.
Quand Éric dit « je pourrais me présenter », et il l'envisage, d'abord s'il faut encore qu'il le fasse, c'est quand même un choix personnel, je crois qu'il incarne justement ce courant auquel je faisais allusion à l'instant, entre le Rassemblement national et la droite dite de gouvernement, les Républicains. Et je crois que sa présence, elle serait dans l'absolu quelque chose d'utile, parce que c'est avec des gens comme Éric que le Rassemblement national peut faire alliance. En même temps, et c'est les contradictions, et vous avez raison de le montrer du doigt, et j'assume qu'il y a des contradictions dans ce que je dis, je suis pas de ces politiques qui trouvent qu'ils ont réponse à tout et que jamais ils se contredisent. En même temps, il ne s'agit pas, en étant favorable, comme je le suis, à la représentation de ce courant-là au moment des élections, que ça fragilise la totalité, que ça divise et qu'on se retrouve demain avec une victoire encore plus facile pour M. Macron. Je m'en voudrais à mort si un certain nombre de mes choix conduisaient à ça. Donc j'y fais attention et j'en discute, vous savez, tout ça, j'en discute avec Éric très très régulièrement. Mais très concrètement, vous souhaitez qu'il soit candidat ? Écoutez, je pèse le pour et le contre. D'abord, il faut qu'il le veuille. Aujourd'hui, ce n'est pas sûr. 2, c'est un choix tellement difficile, ça a tellement d'implications que ce n'est pas évident. Il faut des moyens matériels, il faut des moyens d'organisation, il faut faire des choix de vie. D'abord, cette réponse, c'est lui qui doit la porter. Oui, évidemment, à condition que ça ne se traduise pas, et c'est de ça dont on parle avec Éric, comme une division de notre camp. Vous entendez, comment dire, notre camp, c'est pas seulement une partie de la droite, c'est la totalité de la droite, c'est ceux qui partagent un certain nombre de valeurs, et ça gagne d'ailleurs un certain nombre aussi de gens à gauche, et pas seulement de la droite, sur l'immigration, sur la famille, sur l'école, sur l'islam. Il y a un point commun, il y a un socle commun, que cette multiplication de candidatures ne se traduise pas par des divisions qui seraient terribles pour notre camp. Vous dites qu'il faut l'union des droites, il faut des passerelles avec les Républicains, mais on a vu ces dernières années que très peu de personnalités ont franchi le pas et on rejoint Marine Le Pen, Monsieur Mariani, voilà. Mais vous pensez à d'autres personnalités qui pourraient comme ça être tentées ou qui n'osent pas encore le dire ? Mais écoutez, je constate comme vous qu'il y a quelques élus des Républicains qui ont franchi le pas, mais que c'est massivement pas le cas. Vous avez raison. Aujourd'hui, ce que je pense personnellement, c'est que les appareils politiques, mais tous les appareils politiques, tous les partis, militent contre cette union de la droite. Cette union de la droite, elle est plébiscitée par une immense majorité des électeurs de droite. Et pourtant, vous avez raison, du côté des Républicains, dès qu'il y en a un qui montre le bout de l'oreille en disant finalement peut-être qu'on pourrait faire un bout de chemin, vous avez tout le reste de son parti qui hurle avec les loups, qui le menace d'exclusion, et vous avez, permettez-moi de le dire au micro d'un média, ce qui est aussi contradictoire avec ce que je vais vous dire maintenant, une partie des médias qui se font l'écho d'une espèce de scandale que ce serait aujourd'hui de nouer des alliances entre la droite classique et ce que ces mêmes médias qualifient d'extrême droite. Donc du côté des Républicains, il y a ce problème-là, et vous avez raison de le souligner. Mais du côté du Rassemblement national, il y a aussi tout un tas de gens, et je l'ai dit à Marine Le Pen, qui font pas grand-chose pour que ça puisse exister, cette alliance à droite, chacun défendant son précaré, ses intérêts de boutique, ses égos, ses places dans les élections. Aujourd'hui, oui, les partis, ils sont un vrai problème. Ils sont le problème pour que cette alliance voit le jour. Alors vous me direz, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas réglé le problème. Non, j'ai pas réglé le problème. Dans une ville comme Béziers, mais c'est qu'une ville, on est arrivé à faire éclater tout ça et aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'on peut travailler ensemble. C'est le pari que je fais depuis des années en France. Dire que ce pari est réussi, vous avez raison de me montrer du doigt que c'est plutôt quelque chose qui fonctionne pas très bien. J'en conviens largement, malheureusement. Robert Ménard, on est presque au terme de cette interview. J'ai encore 2 questions d'actualité à vous poser et je me permets de vous demander des réponses courtes parce qu'il nous reste peu de temps. La première, ça concerne un tweet que vous avez fait hier au sujet de la déprogrammation d'un film dans lequel Richard Berry est acteur. C'est quelque chose qui a été révélé hier par son avocat, maître Hervé Temim. Vous dites que c'est une honte. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez été ému par cette information ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence.
Enfin, attendez, la justice, elle se fait pas sur les réseaux sociaux. Et Dieu sait que j'y suis sur les réseaux sociaux. Mais je confonds pas les choses. Richard Berry est mis en cause par des membres de sa famille. J'en prends acte. Bien sûr que si c'est vrai, c'est une chose terrible et on est pas ému, c'est pas ça, scandalisé par des choses pareilles s'il s'avérait que c'était vrai. Mais pour l'instant, ni vous ni moi ne savons que c'est vrai. Et je ne comprends pas que les médias, en l'occurrence qu'une chaîne de télévision, acceptent de baisser la tête systématiquement devant, en gros, un jugement qui est celui de la rue, en l'occurrence des réseaux sociaux. Je confonds pas les choses. Je peux être ému, bouleversé, parce qu'il serait des cas d'inceste. J'imagine le père, vous imaginez le père de famille que je suis, ce que ça peut dire dans son cœur et dans sa tête. Mais attendez, il y a la présomption d'innocence et j'y suis attaché. C'est ce qui différencie un pays démocratique d'une espèce de barbarie où chacun ferait sa loi. Et Monsieur Richard Berry, c'est une affaire, je le connais pas, évidemment pas, et c'est pas mon problème. Mais dans tous les cas, il y a la présomption d'innocence et en l'occurrence un média de service public devrait donner l'exemple. Et puis, il y a cette enquête lancée par Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Comment réagissez-vous ? Bah écoutez, je le constate comme vous, je lis la presse comme vous, mes enfants sont à l'université, j'allais dire comme vous, je n'en sais rien. Et qu'est-ce que je constate ? Qu'il y a toute une partie de la gauche, y compris de la gauche universitaire, avec je pense à l'UNEF, avec ses propres syndicats, qui sont quoi ? Qui sont les fourriers de l'islamisme, qui sont les porte-valises de l'islamiste, qui sont les supplétifs de l'islamisme. C'est les mêmes qu'on voit manifester avec le CICS contre l'islamophobie. Ces gens-là, ils bradent la France, ils abandonnent la France. Et malheureusement, dans l'université, il y a tout un tas d'enseignants qui se font l'écho de ces courants-là. Il faut combattre, c'est notre pays qu'il faut défendre dans ce cas-là. J'en profite pour dire que quand j'entends M. Darmanin ou M. Castaner expliquer que Marine Le Pen est une ennemie de la République, pardon de dire que les ennemis de la République, c'est les islamistes. C'est ceux qui sont encore une fois les porteurs de valises des islamistes et c'est les syndicats enseignants qui sont des marchepieds de ces mêmes islamistes. C'est ça la réalité. Merci Robert Ménard, merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin sur BFM TV. Merci beaucoup. Merci à vous.